Moi, le plus beau cadeau que l'entrepreneuriat m'offre, là, j'ai pas peur de le dire, c'est que je suis condamné à évoluer. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à Tout le monde a toujours raison, toujours avec mes co-animateurs acolytes Jean-Pierre Vaillancourt et Luc-Étienne Gagnon. Bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, on a un invité spécial, président CEO de la compagnie Basco Portes et Fenêtres. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour, ça va bien? Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Introduction rapide, c'est un multi-entrepreneur, aussi un mentor. Il est bien développé au niveau de sa carrière avec plusieurs entreprises. Puis là, il est aussi dans un stade où est-ce qu'il veut redonner. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours parce que tu as commencé quand même très jeune comme entrepreneur. Puis, qu'est-ce qui a amené Basco Portes et Fenêtres, qui est quand même très connu maintenant, à ce que c'est aujourd'hui? Par où commencer? Écoute, le début, c'est toujours mieux. C'est toujours la grande question, mais honnêtement, Basco, je le vois plus comme une de mes entreprises. J'ai toujours, j'ai toujours la fibre entrepreneuriale. Je l'ai su assez jeune, puis on est vivant par nos projets. Honnêtement, je pense que c'est parti du fait que j'étais quelqu'un de passionné qui ne voulait pas faire toujours la même chose, pas avoir la même routine à chaque jour. Fait que, puis par des principes de ne pas vouloir travailler pour le monde, mais avec le monde. Ça fait un peu sketchy à dire, mais à la fin de la journée, c'est vraiment le genre de vie que je voulais avoir, puis c'est un peu vers ça que je me suis aligné. Je n'étais pas capable de mettre le mot entrepreneur, multi-entrepreneur, bâtisseur quand j'étais jeune, tu sais. Mais à travers les années, j'ai compris que toutes les actions que je faisais à chaque jour faisaient en sorte que ça déplaçait de l'air, puis on créait des choses, puis on était capable de rentabiliser chacun des projets que je faisais. Puis tu as commencé à quel âge, comme ta première entreprise? Dans le fond, moi, ma première entreprise, je l'ai enregistrée, j'avais 17 ans. Fait que, à 17 ans, j'ai enregistré ma première entreprise dans le nettoyage. Fait que lavage de vitres, lavage de tapis. Fait que, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui peuvent partir ne savent pas trop quoi faire, mais ça coûte pas cher. Tu peux avoir un petit véhicule usagé comme moi j'ai acheté. J'avais même pas assez d'argent pour acheter une machine pour laver les tapis à l'époque. Fait que je l'avais emprunté et loué. Fait que je faisais un peu de sous puis je repayais. Puis je suis vraiment parti from scratch avec, bien sûr, l'amour de mes parents, mais il n'y avait pas nécessairement peut-être les moyens. Mais il y avait de l'amour, ça, j'en ai eu, il n'y a pas de problème. De l'encouragement. De l'encouragement, oui, c'est ça. Au début, ils m'ont dit, on va le laisser se péter un peu la gueule, puis à partir de ce moment-là, on va voir où est-ce que ça va mener. Puis quand j'étais rendu à 21, j'avais encore la business, puis il y avait plein d'autres projets qui se rajoutaient. Ils ont fait comme, OK, ouais, c'est peut-être un peu plus sérieux que prévu. Mais c'est ça, j'ai commencé en entretien ménager. Ça s'appelait Basco Nettoyage. Basco, ça veut dire Basilico Company. Je suis d'origine italienne, fait que le nom pour nous est très important. Fait que c'est ça. Fait que je voulais garder le nom dans le nom de la business. Puis de fil en aiguille, ça m'a ouvert plein d'opportunités. On rentrait dans toutes les maisons pour faire de l'entretien. Puis on se faisait aussi appeler beaucoup pour... j'ai commencé avec lavage de tapis, puis j'ai commencé à avoir des équipes, faire de la sous-traitance. C'est une belle façon, en tout cas, moi je dis le message à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en business, de savoir, OK, facturer, soumissionner, rencontrer les clients, faire de la vente, faire du marketing, se vendre, offrir un bon service. Fait que il y a tout un monde d'apprentissage là, puis le monde oublie souvent. Moi je suis toujours dans le non-écrit. Il y a toujours, dans toutes les transactions, dans tous les moves de business que je fais, moi, je valorise le non-écrit, les lois non-écrites, où est-ce que la notoriété... La loyauté, la fidélité, la confiance, les relations, la réputation, le grand mot notoriété, qu'est-ce que ça peut t'amener quand tu fais un move ou tel move, le respect aussi, puis un peu l'entrepreneur que tu es, parce que tu as beau avoir 20 millions dans ton compte, mais si le monde il te déteste puis ils disent que tu es un entrepreneur qui a craché sur le dos des autres, ben c'est ça. Fait que... Exactement. Mais tu dis, en fait, ça revient tout au service à la clientèle, puis relations clients, relations avec tes employés. Puis j'ai fait un post dernièrement sur ce sujet-là où est-ce que j'ai dit, faire un rebrand d'une entreprise qui n'a pas un bon service à la clientèle, c'est juste jeter ton argent par l'eau. Commence par régler ton service à la clientèle. Bien, la marque employeur aussi, ça passe par tes employés. Si tu traites mal, tu as une mauvaise cote. Puis que le monde, il voit, aujourd'hui, dans une pénurie de main-d'œuvre, le monde qui voit que tu gères pas bien tes clients, puis tu as des mauvais commentaires, ils ne voudront même pas venir pour travailler pour ton entreprise. Fait que ça part
ça part de la base. Là, puis si tu n'as pas tes clients, ben, il n'y en aura pas de monde autour de la table. Fait que tu es mieux de retourner à la maison. Fait que c'est un peu, on est vivant, puis on existe, puis la business roule avec nos clients. Fait que si je reviens à ta première question, je suis parti de où? Ben, l'entretien ménager. Puis de fil en aiguille, j'ai acheté mon premier immeuble, 6 logements, j'avais 21 ans. Puis de fil en aiguille, j'ai continué dans l'immobilier, mais j'ai toujours gardé Basco, mais je l'ai métamorphosé dans toujours des nouveaux services, mais alentour des portes et fenêtres. J'ai parti aussi une compagnie qui s'appelait, à l'époque, on a fait venir un service, on était comme dans les premiers au Québec à amener le désembuage. C'était la réparation d'unités scellées, sans changer l'unité scellée, le thermos, là, si on peut dire. Fait qu'au lieu de remplacer la fenêtre, il la réparait. Oui, bien, la fenêtre, c'est la structure, mais la vitre en tant que telle, on pouvait comme faire des petites incisions, petites incisions dans la vitre, on nettoyait entre les deux vitres. C'était assez innovateur dans le temps. Puis ça s'appelait les services Sebaco, Clear and Clean. En tout cas, ça a changé de nom parce qu'on s'est détaché d'un détaillant en Ontario. Mais tout ça, de fil en aiguille, fait que c'est un autre service qu'on a ajouté éventuellement à Basco, qui est devenu Basco Désembuage. Fait que là, on est comme embarqué dans le monde de la vitre. On a amené ça au Québec. Il y avait beaucoup d'attraits, beaucoup de demandes et beaucoup de callbacks, là, des fameux des retours. Parce qu'ils étaient satisfaits. Il y en a qui étaient satisfaits, mais il y en a qui étaient insatisfaits parce qu'il y avait des retours. Ça ne durait pas longtemps, disons. C'est ça. On avait quand même un 4-5 % de vitres qui revenaient en buée. Fait que c'est sûr que le consommateur, on perdait un peu sa confiance quand la vitre revenait un peu buée, mais il y avait des garanties. On retournait chez le client, on s'occupait du client. Puis dans le PDK, un jour, je dis, écoute, je donnais des vitres, des changements de vitres. Quand on ne pouvait pas la réparer, je donnais ça à une vitrerie ou à quelqu'un. Puis là, une année, je me suis dit, crème, je vais les faire moi-même. Puis là, on est embarqué dans le changement d'unité scellée, les mécanismes, le calfeutrage. Puis on a commencé à toucher beaucoup de l'unifamilial résidentiel après ça, du commercial, puis de l'institutionnel. Fait que on a toujours comme un peu évolué. J'ai gardé le brand. Puis en 2005-2006, on a décidé d'ouvrir des franchises. Travailler sur un modèle de... Ouais, je m'en allais justement dans cette question-là. Non, c'est parfait. Mais tu sais, juste avant que j'arrive là, j'avais déjà, comme grossi un peu mon parc immobilier. J'étais rendu peut-être à 18 portes. J'avais Basco. J'avais aussi parti les services Sebaco, qu'on était aussi dans la fenêtre, mais un connexe qui était plus comme du calfeutrage, qui éventuellement, un peu plus tard, j'ai parti le groupe Caporal pour venir avoir une offre de service un peu plus complète pour nos clients. Le groupe Caporal, c'est? C'est une compagnie spécialiste dans les portes et fenêtres, mais le changement complet, l'aluminium et le calfeutrage, majoritairement dans le commercial, là, les gros bâtiments, les écoles institutionnelles, les hôpitaux, etc. Là, ouais. Parce que c'était comme faire du calfeutrage dans les services, même qu'est-ce que Basco offrait, c'était quand même un petit peu plus touché. Puis c'est un art faire du calfeutrage. Puis les gars, ils utilisent des baguettes pour touler. C'est vraiment un métier en tant que tel. Ouais. Et nous autres, on voulait moins faire ça un peu à l'interne. Fait qu'on a comme ouvert une autre compagnie en partnership avec un gars qui faisait ça. Compagnie qui est vraiment majoritairement sur la rive nord de Montréal, là, Montréal aussi. Okay. Fait qu'eux, ils s'occupent surtout du commercial, puis c'est toute la structure de la fenêtre, en fait. Oui. Tout le scellant autour, tout ça. Aussi, ils vont changer des portes et fenêtres ou des portes d'entrée, portes patio. Exactement. Mais est-ce que vous faites la fabrication des frames, l'aluminium, etc.? Non, okay. Nous, on n'est rien de manufacturé. Là. Okay. J'ai une petite question. Tu sais, quand tu disais, on remplaçait les vitres quand il y avait la brume et ainsi de suite, on s'est dit, rendu là, pourquoi je ne les fais pas moi-même? À partir de quand tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, j'ai un volume assez suffisant pour ouvrir l'entreprise ou est-ce que je vais être mon propre client au début puis elle va être autosuffisante? Ou tu t'es dit, je vais littéralement faire une autre entreprise de coupure de vitres et je vais desservir un marché? Ou ça a été quoi le déclic pour dire, là, c'est le bon timing pour le faire? Là? Tu sais, je pense que c'est une question de volume. Là, je veux dire, m'amener, dans la business, je veux dire, tu fais tes clients. Nous, notre core business, c'est du service. Fait qu'on offre du service aux clients, plusieurs types de services. Puis après ça, tu regardes tes volumes de qu'est-ce que tu achètes, dépendamment des fournisseurs, que ce soit au niveau des mécanismes, au niveau des scellants, toutes ces choses-là. Mais là, c'était carrément un autre game, c'est un autre monde, c'est une autre mentalité, c'est un autre modèle d'affaires. Mais nous, à partir de ce moment-là, on est toujours dans le service, on reste dans le service, puis c'est vraiment le core de nos activités. Là. Ouais. Ah, ça, je sais pas, tu as toujours, tu pourrais tu as plusieurs opportunités. Ça répond justement, tu dis, j'ai le volume, donc rendu là,
pourquoi pas tous les faire moi-même parce que je vais sauver sur le volume parce que je vais être là. Ou des fois, ça peut être de voir une opportunité il n'y a personne qui le fait bien ou à ma façon, la demande est il y en a là, un puis qui je vais est plus ouvrir. risqué que l'autre, mais tu peux choisir de devenir ton propre fournisseur parce que tu veux économiser sur ce qu'il y a à créer, mais tu peux aussi voir que tu as une demande, tu es déjà sur les lieux. Pourquoi pas offrir le service complet? Je pense que c'est plus vers ça que tu étais allé. Bien, définitivement. Puis en plus de ça, je pense, bon, là, je reviens au désembuage qu'on a fait quand même plusieurs années. On en fait encore, mais c'est minime dans le pourcentage des services qu'on offre là, aux clients. Mais je dirais qu'on a développé tout le matériel au complet. Fait qu'on était fournisseur, on avait les die, on avait tout le matériel, l'expertise, les pompes. On a vraiment tout inventé from scratch. Puis de là, on va revenir au réseau de franchise. Mais je fournissais tout mon réseau avec la grande majorité du matériel, mais je vais vous donner un exemple. Mettons des mécanismes ou des pièces de portes et fenêtres. Bien, Amersbury Truth aux États-Unis, c'est une compagnie qui vaut des milliards. Fait qu'avant de se dire qu'on va faire le step de commencer à compétitionner ce genre de joueurs-là, j'aime mieux offrir le service aux clients puis prendre ma cote là, puis développer au niveau du marketing puis service. Là. Ouais. Comme tu le sais, on a déjà parlé. Moi, je viens du monde du verre. J'ai été élevé dans ce monde-là, donc c'est un domaine que je connais très bien, mais pré-Basco. Puis quand ce concept-là de désemballage est sorti, la réflexion qu'on avait dans le domaine du verre, c'est comment ils font pour rentabiliser le temps. Parce que c'est quand même, des fois, on se disait, est-ce que le temps, la main-d'œuvre, ne va pas coûter plus cher que le remplacement? Comment vous avez géré ça? Honnêtement, premièrement, c'était extrêmement rentable. C'était très profitable parce que tu te déplaces, tu n'as pas de matériel. C'est justement, tu déplaces ta main-d'œuvre sur place, tu fais ton service, si on veut, puis après ça, tu factures le client. Pour le client, dans le fond, ce qu'il veut, c'est il veut bien voir dehors, il veut des bonnes propriétés pour son unité scellée. Il veut que, puis là, on lui explique tout le concept que je pourrais expliquer de long en large, que j'embarquais peut-être pas là-dedans maintenant, mais le désemballage fonctionnait très bien. Il fallait bien que tu choisisses tes unités scellées et tout le kit. Mais à la fin de la journée, ça te coûtait quand même beaucoup moins cher que de changer l'unité scellée. Et nous, en termes de matériel, tout le kit, mais nous, on était dans des marges de 85 %. C'est sûr, il faut que tu calcules ta main-d'œuvre, mais rendu là, quand tu as du volume, l'opération était mais ça prend un certain temps quand même. Je veux dire, si tu as un gars avec un camion qui se déplace, tu sais, je sais pas comment. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un désambuler une tête. Je suis pas vraiment placé pour. Tu peux regarder mes vidéos. J'en ai regardé, mais. Oui. Parce que j'en ai regardé, mais pas seulement, on dirait. Oui, ça fait longtemps j'en ai du matériel. Oui. Parce que c'est ça qui. C'est toujours la question qu'on se pose. pose. Une procédure, admettons, pour une unité scellée, là, honnêtement, ça prend 5-6 minutes. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. C'est vraiment si rapide que ça. Ça se fait très bien, oui. OK. Tu vois, quand il se déplace, il y en a plus qu'une affaire aussi. Tu sais, donc, c'est là où son temps de camion, le temps de déplacement est amorti sur plus qu'une unité. Fait. C'est là que ça devient rentable. Puis, on ne se le cachera pas si le gars il est pas bon aussi. Là, puis il prend son temps et s'assoit avec son cellulaire. Ça, c'est un autre game puis un autre défi. Là. Ouais. Mais non, mais si tu me dis, disons, même 10 minutes, ça vaut la peine. Moi, dans ma tête, c'était beaucoup plus complexe. On chargeait en moyenne 50 à 100 $ par vitre là, dans ces eaux-là. Fait que c'était quand même. Non, ça vaut la peine. Non, c'est sûr. Parce qu'un double vitrage, là, c'est pas donné déjà. Non, c'est ça. Exact. Ben, c'était plus donné avant parce que les prix ont carrément explosé. Mais tu sais, partant de ça, comme moi, dans mon profil, à la base, tu sais, je retourne en arrière de la business puis de tous les services. Ben moi, je suis vraiment comme je me suis toujours défini comme un multi-entrepreneur sans dire ce mot-là là, à l'époque. Fait que j'étais avare de projets, puis je voulais comme pas nécessairement m'arrêter là. Fait que, tu sais, moi, l'organisation, la propreté, mettre les choses en place, puis avoir un système, ben j'ai compris vite que mon but, c'était de me dupliquer. C'est là, à partir de ce moment-là, que ça me rendait plus vivant que d'autres choses. C'est ce qui a créé, je pense, un peu la personne que je suis maintenant, d'embarquer dans certains types de partenariats ou être assis à la table de certaines opportunités d'affaires. Parce que je veux être là. Etc. Oui et non, là, j'en ai pas énormément, mais au point de vue opportunités d'affaires dans des deals business qui sont de proche ou de loin reliés à des choses que j'ai des bonnes connaissances, ben c'est sûr que moi, ça m'intéresse là aussi d'avoir plus le profil. Si je regarde en arrière, mais maintenant, aujourd'hui, d'être plus comme un ange investisseur ou participer à la croissance de certaines entreprises. Ou avoir des projets, quelqu'un qui t'arrive avec un projet qui t'allume, ben là, tu vas pouvoir remarquer. Parce que moi, je constate que j'ai été sur le champ de bataille longtemps, là, tu sais.
Fait que j'étais sur le terrain jusqu'à Mais l'âge c'est de vrai, 34, ton 35 ans. expérience, tu as commencé jeune, donc. Ouais. Puis tu as vraiment utilisé la formule de l'arbre. Tu es parti d'un tronc, puis tu as augmenté ton arbre, puis après ça, tu t'es branché, comme ils disent. Je vais revenir avec la même question que Jean-Pierre t'a posée, mais je vais y aller avec la franchise. Puis tu as décidé de te franchiser, ce que je trouve qui est une très bonne idée, mais c'est d'un domaine où est-ce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a eu du monde qui cognait à ta porte en disant « Hey, moi, j'aimerais ça offrir tes services » ou... Ben, dans le fond, c'est parti du fait que Mané, c'est venu quand même très populaire. Il y avait un enjeu, puis il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui proposent. Le modèle d'affaires au Québec, là, c'était tu me donnais tes mesures, on commandait ta vite, mais il n'y avait pas trop un modèle d'affaires où est-ce qu'on se déplaçait chez le client. C'était plus des vitreries de quartier où est-ce que on allait donner nos mesures, on allait commander les mécanismes, etc. Des vitreries experts dans le temps. Ouais. Exactement. Fait qu'on est parti plus d'un principe où est-ce qu'on va se déplacer chez le client. Et bon, ça a fait un peu effet boule de neige, ça a fait du bon marketing. On a commencé à tapisser un peu à gauche et à droite. Puis on avait des demandes un peu partout. À partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de réflexions à me dire, ben écoute, est-ce que je pars une petite succursale à Trois-Rivières, Québec, etc. Parce que j'avais beaucoup de demandes. Puis je me dis peut-être que je vais y aller sous forme de détaillant autorisé, ou que sur les employés. Puis là, j'ai beaucoup consulté. Là, j'ai amené mon mindset à me dire, OK, mais c'est une option. Fait que j'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup regardé. J'étais voir des spécialistes un petit peu en la matière. Je me suis intéressé à trouver une manière de me dupliquer, mais sans que mon temps, mon énergie soit toujours mis au bat. Fait que de fil en aiguille, je suis arrivé sur le modèle un peu de la franchise avec avec des territoires, etc. Je me suis planté solide dans le sens où est-ce que, mon premier franchisé, j'ai donné trop de territoires, mais il y a eu beaucoup de choses. Pour moi, c'était comme du A/B testing. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait m'acheter du matériel parce que, comme je disais, on avait fabriqué notre propre matériel, on avait beaucoup de choses. Fait qu'il y a du monde qui voulait se lancer un peu là-dedans, c'était nouveau. Le désembuage et tout. Puis, moi, j'ai converti ces opportunités-là en disant, écoute, on a un brand, on veut le grossir, on veut desservir des territoires. J'ai présenté l'opportunité d'affaires, on a commencé un petit peu comme ça. Puis à partir de ce moment-là, mon premier franchisé, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un homme qui était quand même connu, bon service, un bon charisme. Ça a été comme pour moi une première expérience de, comme from scratch, de partir puis de dire, tabarnouche, OK. J'ai donné une formation quasiment sur un coin de table, puis il est venu sur le terrain, moi, une semaine ou deux. Puis peut-être à l'époque, j'ai pas peur de dire que je le voyais plus comme, je te fournis du matériel, on a quand même le même brand, mais je voyais pas jour 1 le big picture de où est-ce que ça pouvait peut-être tout mener, mais j'avais quand même la vision d'ouvrir plusieurs succursales, couvrir plusieurs territoires, desservir plusieurs clients. Oui, puis être en contrôle de la qualité. Parce que c'est ça aussi. J'allais le dire, uniformiser un peu le service, le brand, la facturation, puis qu'on se fasse un écosystème de partage de connaissances. C'est ce qui est arrivé. Ouais. Puis avec du recul, quelqu'un là, que tu vois qui est dans un domaine justement où est-ce que les franchises ne sont pas populaires, ça serait quoi la réflexion que tu amènerais à cette personne-là qui commence à y penser? C'est quoi comme la chose, la priorité dans ta réflexion quand tu pars une franchise selon toi? Premièrement, il faut comprendre le concept que tu ne réinventes pas la roue. Là, que tu embarques dans un système, puis que tu es là pour utiliser le système, dans le fond, le véhicule. On va le mettre sur un véhicule qui a déjà tous les boutons, il y a du know-how, il y a des connaissances, il y a des stratégies. Je pense qu'il faut vraiment comme être une éponge puis rentrer là-dedans pour apprendre le maximum de toutes les connaissances qui sont déjà là, le know-how là, que je pourrais appeler, et de l'utiliser pour en générer du profit. Là. C'est vraiment ça. Fait il ne faut pas venir challenger le système, réinventer le système. Donc t'instruire dans ce qui existe déjà. Absolument. Et de faire tous les checkpoints, là, si on pourrait dire, peut-être avoir un bon consultant comme un avocat qui va dire, écoute, tous les réflexes, tous les points de vérification pour être sûr que la compagnie est capable de t'offrir ça. Les bonnes formations, les bonnes technologies, le bon équipement, le bon système d'exploitation, du conseil, des conseils après-vente, puis des stratégies marketing aussi. Fait que si tu rentres dans une business et tu te dis, écoute, demain matin, je me pars une compagnie,
je me pars une business, puis je me pars un site Internet, un système ERP, la facturation, le marketing, le brand, les licences, etc. Fait que tu fais juste le calcul, tu mets ça dans un panier, ben peut-être que puis si tu n'as pas toute l'expérience, puis tu veux... C'est prouvé que de faire partie d'un système de franchise, ton risque de faillite diminue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. On reste des entrepreneurs, on reste... c'est sûr. Je veux dire, t'es maître de tes... Il y en a eu qui ont pété, là, c'est sûr. Ah, c'est plein, tu sais. Je veux dire, ça, c'est dans tous les domaines. Il ne sûr. faut pas tomber dans ce panneau-là, dans le sens où est-ce que il est arrivé telle affaire à telle personne, tout ça. Ouais. Que ce soit dans le monde externe aux franchises ou dans le monde des franchises, malheureusement, ça, c'est le monde de l'entrepreneuriat. Oui, puis tu sais, à la base, ton franchiseur, indépendamment de son expertise et de son expérience, tu achètes une recette, là, tu sais. Absolument. Puis, fait que si la recette à la base contenait des anomalies ou des failles, ben ils vont juste être répétés à l'échelle de tous les franchisés. Donc, puis il y a des fois où tu as une super franchise, tu sais, je parle à des Subway que des amis qui ont racheté, qui étaient sur le déclin, puis quand les autres les ont repris, ça a reparti complètement dans l'autre sens. Donc, tu sais, il y a des fois aussi où tu as la bonne recette, puis encore là, si tu la suis pas, puis que tu le fais pas comme by the book, puis que tu penses que tu es meilleur que les autres, moi, je vais pas le faire de même, je pense, tu penses mieux que ce que le franchiseur te fournit comme matériel ou comme... ça, c'est le... Puis tu touches un excellent point, tu sais. Moi, il y a des restaurants, je n'aimerais pas de nom, là, mon but, c'est pas ça, mais tu sais, il y a des restaurants qui font partie des bannières, mais que je n'irai plus jamais juste parce que c'est le service. Mais je vais aller dans la même bannière, fait que ça, je vais aller dans la même bannière parce que j'ai un excellent service, puis j'aime les produits, je veux manger, j'aime la recette. Puis un autre point que tu as mentionné, puis je veux faire un petit peu de chemin là-dessus, c'est pas ça un petit peu d'eau, juste ça comme ça, je sais pas si... Absolument, Peut-être un petit verre d'eau. Pas de problème. Oui, puis tu sais, je veux faire du chemin un petit peu sur l'autre point que tu mentionnais, de penser que tu es au-dessus de tes affaires, puis que tu sais, là, tout va bien, puis justement, tu as peut-être eu la meilleure année que tu n'as pas eu l'année d'avant, puis que tout va bien, puis que tu te mets pas au parfum un peu du marché, de tes stratégies, puis tu te réinventes pas. Je pense que c'est le pire danger pour un franchisé, mais pour tous les entrepreneurs. Si tu ne te réinventes pas à chaque année, à chaque mois, moi le plus beau cadeau que l'entrepreneuriat m'offre, je n'ai pas peur de dire, c'est que je suis condamné à évoluer. J'aime pas le mot condamné. Je le vois dans le sens positif. Je le vois dans le sens positif. Parce que j'ai l'impression que si je suis pas on top of the game, si je suis pas sharp, si je suis pas à mon meilleur à chaque fois, ben je vais me faire dépasser. Puis c'est tout à mon honneur, puis ça me permet de toujours être à un autre niveau. Là, merci. Ça fait plaisir. Oui, mais je pense aussi, là, quand tu reviens sur le point que tu amenais, c'est le proof of concept. C'est que tu ne peux pas monter. Les gens, des fois, ils partent avec l'idée de partir une franchise, mais ils oublient qu'il y a un proof of concept à part. Ça veut dire que si tu n'as pas déjà, disons, ton entreprise bien installée, avec des revenus, puis que tu as prouvé que l'entreprise peut créer ça, bien, tu sais, pense pas tout de suite à aller à devenir une franchise. Puis c'est pas une structure pendant 1 an qui va démontrer qu'il y a un potentiel de succès, que c'est bien organisé, que tous tes côtés légaux ont été couverts. Tu sais, des fois, ça prend 3 ans avant que tu commences à avoir des retours sur ce que tu as à faire. Oui, puis comme entrepreneur, c'est un super de beau cadeau que je me suis offert, mais tu sais, de gérer un réseau de franchise, à part de gérer toutes les petites business que je créais en side, la diversification du portefeuille que je faisais comme entrepreneur, comme jeune entrepreneur à l'époque, mais je pense que ça m'a toujours mis dans une position où est-ce que, tu sais, il y a eu des essais-erreurs là, à plein de niveaux. Tu n'es pas proof année 1. Il y a des défis qui arrivent, des défis majeurs. Il y a toujours mais tu sais, aujourd'hui, quand pour X raison, un franchisé ou un nouveau investisseur pourrait nous mettre au pied du mur, ben on a beaucoup de réponses. Là, on a mangé nos croûtes. Là, puis c'est l'avantage d'avoir une franchise. Quand tu achètes une franchise, c'est que tu as une structure corporative en arrière pour te soutenir justement dans ton évolution. Si tu ne l'écoutes pas, ben malheureusement, il y a plein de franchiseurs qui reprennent le contrôle de leur franchise à cause de ça. Absolument. Absolument, parce qu'ils croient au concept, c'est les meilleurs ambassadeurs de la business, puis en même temps, ben, ils savent où est-ce que le profit est. Ils savent comment le générer, ce profit-là. Donc, puis avec les années, moi, je suis encore aujourd'hui dans l'amélioration continue. Avec toutes les entreprises que j'ai, je me dis toujours, il faut se réinventer. S'il y a une solution, puis si il y a quelqu'un dans le réseau qui dit « Hey, ça pourrait être une bonne idée »,
Bien, absolument. J'ai toujours été extrêmement ouvert puis attentif aux idées, parce que des fois, même dans des débats un peu plus chauds, là, corsés, où est-ce que tu te fais mettre des fois, même au pied du mur, c'est peut-être là que les meilleures idées peuvent popper. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de chemin puis réinventer la business. Là, fait que... Tu me connais assez bien pour savoir que le débat, c'est probablement un de mes outils préférés. Ah oui, OK. Moi, débattons. Mais j'ai toujours été une personne qui croyait... En fait, moi, j'apprends du débat. J'ai toujours appris du débat. Et je dis souvent aux gens, j'ai peut-être l'air de ne pas t'écouter pendant le débat, mais inquiète-toi pas, je m'en vais me coucher. Puis si le lendemain matin, après avoir digéré ce que tu m'as dit, je vais revenir à la table, puis je vais faire mes mea culpa, puis je vais être bien content d'avoir appris ce que j'ai appris. Mais si je ne débat pas avec toi, c'est que je ne prends pas le temps de bien étudier ce que tu me dis, puis j'aime mieux te contrarier dans cette direction-là, puis arriver à quelque chose, que d'être là puis dire « Ah, oui, mais qu'il n'y a rien qui rentre. » T'as raison. C'est toujours le lendemain qu'on discute que tu me dis que j'ai raison. Toujours le lendemain. Toujours le lendemain. C'est bon, ça, j'aime ça. Mais tu sais, à la fin de la journée, là, quand tu te chicanes, ou quand tu peux appeler ça une chicane, mais c'est fait dans le respect puis il y a de la communication, là, tout est possible. Oui, mais est-ce qu'on appelle ça une chicane ou est-ce qu'on appelle ça débattre? Débat. Parce que c'est ça, tu sais, il y a s'ostiner pour vouloir s'ostiner, tu sais, puis être fermé d'esprit. Borné, c'est ça, tu sais, OK, chacun campe dans ses positions, ou on débat, justement, où on fait valoir chacun de nos points. Pour ma part, tu sais, je suis pas toujours d'accord avec mon interlocuteur, mais je pars toujours avec la prémisse de dire, hey, il y a peut-être quelque chose que lui a vu ou compris différemment de moi. Ouais. Ça veut pas dire que je vais être d'accord finalement avec son point de vue, mais je vais au moins partir avec l'idée de dire, écoute, parle-moi de ce que tu penses puis comment tu vois les choses, puis je vais peut-être voir ça d'une perspective différente à l'avenir, tu sais. Oui, puis ça, c'est de l'ouverture d'esprit. Tu sais, quand tu es ouvert d'esprit puis tu es capable d'avoir justement cette perspective-là, bien, justement, tu peux justement apprendre des autres. Fait que quand tu te mets dans cette position-là, généralement, ça devient un petit peu plus facile. Ça ne veut pas dire que... Tu peux écouter les opinions des autres, mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire à la fin de la journée. Non. Tu peux suivre ton chemin. Là, puis ça peut même prendre... ton évolution vers ce thinking-là, c'est pas toujours le lendemain. Là, ça peut prendre des mois, puis qu'il y a des choses qui t'arrivent. Tu sais, moi, dernièrement, dans les dernières années, je travaille avec des entrepreneurs, puis il y en a un que ça a pris comme 1 an et demi avant de commencer à mettre en place ce que j'ai proposé, parce qu'il a fallu que les prédictions que j'avais données arrivent pour que la personne arrive à dire « Ah ouais, finalement, peut-être c'est la direction. » Puis tu sais, sans prendre de crédit de tout ça, parce que souvent, cette même entrepreneur-là ne se rappelle pas de où tous ces conseils-là viennent, puis c'est correct. Mais au moins, il y a comme une évolution dans le thinking. Tu sais. Absolument. Puis c'est le concept du « prove me wrong ». Moi, c'est comme ça. Un débat, pour moi, c'est « prove me wrong ». Fait que si j'écoute pas, il n'y a aucune valeur. C'est ça. Le débat, c'est une remise en question à deux, ce que je veux dire. C'est comme une remise en question assistée. Puis je veux dire, non, je ne suis pas d'accord du tout. Ce que je veux dire, c'est que tu perds jamais à faire ça. T'sais, soit ça peut renforcer ta position puis te donner des outils puis ça appuie ta réflexion, ou tu fais une remise en question, tu changes d'opinion puis tu es gagnant. Tu peux jamais être perdant là-dedans. Ouais, moi, il faut que je te dise de quoi. De mon côté italien, là, les débats là, sont assez corsés. Je suis d'origine italienne, mon père, puis dans la famille, j'ai vu ça un peu comme ça. T'sais, après, bon, je l'appellerais peut-être même pas ça une chicane parce que des fois, il parle, puis je me rappelle mon ami, à un moment donné, il disait « Hey, dis-moi, je suis pas trop à l'aise avec la chicane. » Je dis « Non, ils font juste parler, là, il n'y a pas de stress, calme-toi. » Mais tout ça pour arriver à dire qu'après ça, ils se donnent des câlins, puis s'embrassent. C'est correct qu'à un moment donné, ça fait mal, puis ça nous fait juste comme prendre des meilleures décisions, puis être capable de se dire les 4 vérités en pleine face à un moment donné. Puis je pense que comme leader, à un moment donné, il faut être 100% responsable de ce qui nous arrive. Oui. Puis être capable de... Si tu veux être leader, coacher une équipe et être à un autre niveau, ben faut que tu aies ce mindset-là. C'est une question de mindset. Fait que sinon, tu peux pas évoluer. Ouais. C'est comme une vie de couple, c'est comme n'importe quoi. Surtout une vie de couple, ça, c'est un autre chose. Mais c'est la même chose. Mon employé était vraiment pas bon, puis... mais OK, mais c'est qui l'a engagé, ton employé? C'est ça. J'étais 15 ans de mariage, puis dans mon mariage, c'était bon, mais tu l'as marié? Tu sais, je veux dire, il y a eu du bon là-dedans, là, tu vas rechercher. Les gens, souvent, ils se responsabilisent pas, ils pointent du doigt, puis... Mais tout est une conséquence. Ça, c'est le parfait exemple. T'sais, moi, j'ai appris à regarder et écouter. Ça, c'est un bel exemple de vraiment pas être leader. Là, quand tu commences à pointer les autres, commence à te regarder dans le miroir, commence à te pointer toi-même. Sois genre maître de
tout est 100% responsable, là, à partir de là, déjà, là, ta vie va changer. Là. Fait que, tu sais, quand tu pars de là, puis peu importe ce qui arrive dans ma compagnie ou dans la notoriété ou les commentaires, peu importe si c'est mon franchisé à Calgary, Ottawa ou n'importe où, mais c'est mon problème, c'est ma responsabilité, c'est mon nom à la fin de la journée, puis c'est à moi à prendre responsabilité pour améliorer tout ça. Là, tu sais, fait que... Puis ici, je te ramène la question inverse, dans le sens que c'est facile de prendre la responsabilité, mais comment en contrepartie, considérant justement les franchisés, eux, ils engagent des gens, ils ont une équipe, et ainsi de suite, puis c'est assez comme en silo un peu dans ce contexte-là. Comment tu fais pour faire rayonner un peu ta marque ou ta façon de fonctionner ou ton service à la clientèle pour que ça se rende jusqu'à l'employé qui va chez le client et qui est la façade du brand? Bien, tu sais, ça passe par plein d'éléments que je vais te dire, là, que, tu sais, ça passe par les ressources humaines, bon, tu l'as dit, mais même de mes employés, mais surtout la vision stratégique, le brand, les congrès qu'on fait, le partage d'informations, la technologie. Aujourd'hui, la technologie, le système central que tu utilises, fait qu'il uniformise un peu tous les processus internes. Puis, tu sais, on a comme un guide qu'on l'appelle la Bible Basco, si on veut, où est-ce que les processus puis les politiques, on a des politiques qui sont toutes mises à jour. Puis c'est en faisant des planifications stratégiques 2 fois par année avec nos franchisés, où est-ce qu'on va couvrir beaucoup d'angles, leurs chiffres, la vision, des enjeux, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on a même, je donne un exemple, on s'est fait remettre en question. Ça a été tough, on s'est fait remettre en question sur tout le modèle d'affaires au complet. Fait qu'on est reparti à la base, puis on a comme tout réécrit. Puis ben dans notre prochaine planification stratégique, on l'a faite avec chacun de franchisés. Puis ça en dit long sur l'entreprise qu'on est. Bien, on a pu dire, ben regarde, on s'est fait poser ces questions-là. Mais voici nos réponses, voici notre position, puis voici où est-ce qu'on s'en va. Tu sais? Ah oui. Fait que là, après ça, ben, les franchisés qui engagent du monde, ben, qui prennent les processus, qui prennent le brand, nous, on a même un sondage de satisfaction. Ça veut dire que l'employé de mon franchisé à Calgary qui fait une facture puis qui pèse sur le bouton, ben, nous, on a développé un sondage de satisfaction à la clientèle qui s'en va automatiquement au client. S'il y a une étoile qui est mise par le client de Calgary ou Edmonton ou dans les environs, bien, nous, on reçoit un commentaire, puis nous, c'est dans nos processus internes d'appeler le franchisé pour dire comment on peut t'aider pour améliorer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Est-ce que tu as besoin de plus de coaching, etc.? Fait que c'est des choses qu'on a mis en place qui font en sorte qu'on j'aime pas le mot contrôle, mais qu'on propage un peu ce genre de mentalité-là envers notre brand. Tu sais, sur un sondage, c'est beaucoup comme en réaction à un mauvais service, mais tu sais, en prévention, j'imagine que tu as aussi la partie beaucoup choisir garder tes employés heureux. Tu sais, ultimement, je veux dire, parce que on le voit, là, tu sais, on va beaucoup dans la restauration rapide ou autre. Là. Ah oui, on a un mauvais service, mais c'est sûr, je veux dire, si ton employé il n'est pas heureux, pourquoi Absolument. Il suivrait tes consignes? Pourquoi il suivrait comme... Tu sais, tout le monde dit « Ah, on est une grande famille. » T'es pas une famille, tu as engagé des gens à 14$ de l'heure. Pas trop de coller sur ton micro. OK, j'avais tendance d'habitude à faire l'inverse. Oui, mais c'est parce que tu te promènes comme ça. Oui. En train de devenir en amour. Non, mais c'est un bon point, comme tu dis. Là, je pense que ça passe premièrement par les personnes qu'on est. Nous, on a développé plusieurs choses, des grands mots comme un programme de rêve que je suis extrêmement fier. On a mis ça en place il y a 2 ans. On a réalisé le rêve de plusieurs employés dans la compagnie, dans une de mes compagnies. Puis, tu sais, comme une personne qui n'avait jamais voyagé, puis plein de choses, un saut en parachute, un voyage à Hawaï, en tout cas des voyages, ou plein d'expériences, mais des rêves. Ça, c'est un peu, ça part par notre questionnaire d'embauche qui est un peu c'est quoi la raison d'être de l'employé. Puis aussi, on fait un questionnaire avec les rêves. Mais à la base, pourquoi qu'on fait ça? C'est pour reconnaître, c'est l'ultime pour nous, reconnaissance d'une personne qui se dédie à notre entreprise, qui travaille à chaque jour, qui a une bonne attitude, qui aide ses collègues. Fait que ça, c'est le genre de programme qu'on a mis en place. On a un programme bien-être. On a plein de petites choses qu'on a mis en place pour, conserver notre main-d'œuvre, mais en même temps aussi de reconnaître puis qu'on soit une business hyper performante. Mais oui, on est frappé par la pénurie de main-d'œuvre, puis oui, il y a du monde qui s'en vont, puis il y a du monde que... Mais tant mieux, moi, je vois ça positivement. T'sais, hier, je me faisais donner une démission, puis comme on en riait parce que on a pris la peine de se parler comme si je parlerais à mon fils. J'y avais dit, il y a 1 mois ou il y a 2-3 semaines, j'avais dit, écoute, voici qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça a amené une grande réflexion chez cette personne-là. Puis après ça, elle m'a juste remercié, puis elle a dit, ben écoute, ça m'a permis justement de m'ouvrir les yeux sur où est-ce que je veux vraiment aller dans la vie, tu sais. Fait que tant mieux si ça peut faire ça. Fait que moi, no hard feeling, puis on continue. Si c'est pas lui, ça va être un autre. Parce que moi, dans mon grand rêve d'entrepreneur, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Puis tant mieux si ça peut allumer des flammes chez du monde, puis dire hey, moi, je me suis découvert, puis je vais aller là. Hey, je vais t'encourager.
C'est sharp le programme Drive, en tout cas. Si c'était pas du fait que ce serait bizarre pour la version audio, j'applaudirais, mais... La version quoi? Audio. Ça serait pas bizarre pour la version audio, j'applaudirais le programme de Rêve. Ouais. Mais je te le dis de vive voix à la place. Félicitations, bravo. Félicitations, c'est vraiment très sharp comme initiative. Là. Parce que, tu sais, la reconnaissance d'employés, tu sais... C'est rare. J'ai travaillé pour une compagnie qui était spécialisée là-dedans, puis trop souvent, les gens se font donner un cadre ou un diplôme ou une montre après X nombre d'années. Puis, ouais, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de l'employé. Il y en a que oui, pour le symbole, mais pour la plupart, c'est comme... Alors que là, dans votre cas, tu dis, c'est quoi que toi, en tant qu'individu, t'aimerais... Qu'est-ce qui te permettrait de te réaliser? Exact. Puis, hey, on va mettre les étapes en place pour le concrétiser. Ouais. Et là, c'est puissance 25, là, je veux dire. Oui, puis c'est impressionnant de voir, puis moi, c'est ça que j'explique dans le programme, c'est impressionnant de voir, il n'y a pas de plus grand rêve que d'autres, là, tu sais. Ça peut être une perte de poids, ça peut être passer du temps avec ton enfant pour X raison dans un contexte que tu n'as pas la chance ou tu ne te donnes pas la chance. Écoute, moi, on tient même un genre de petit fichier Excel de ça, puis c'est quelque chose qu'on ne crie pas haut et fort sur les toits, mais Mané, je suis allé dans un dîner d'affaires, puis un fournisseur est venu me voir. Il dit, hey man, parle-moi de ça, c'est malade, c'est impressionnant. Je dis, ben, de quoi tu parles? Mais il dit, hey, le programme de rêve, on entend. Puis là, après ça, je suis allé à l'interne parce que nous, on a annoncé au mois de juillet de l'année passée qu'un employé on allait réaliser son rêve de voyager avec son fils. Elle voulait faire une croisière ou un voyage dans le sud. On l'a envoyé en République dominicaine avec son fils. Puis c'était la première fois qu'elle voyageait, première fois qu'elle prenait l'avion. Fait qu'elle était dans une super excitation. Ben oui. Mais ça a fait des petits partout, là. On en parlait au fournisseur. Hey, je m'en vais en voyage chez la compagnie. Puis... Fait que, tu sais, je peux même dire qu'on reçoit des fois des CV parce que ça a fait du bruit, ce côté-là. Fait que, oui, je suis fier de ça, mais en même temps, il y a tout un autre contexte aussi. Il faut amener des bonnes conditions de vie, il faut des bons bureaux, il faut un bon projet, il faut une bonne business. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses aussi à travers ça. Mais ça fait partie du personnage dans le sens que, tu sais, toi, tu es une personne, j'essaie de trouver, il y a un terme, là, mais pas motivateur, mais tu es, je vais le retrouver tout à l'heure, mais dans le sens que tu es naturellement une personne qui promouvoit le succès chez les gens. Tu sais, quand toi et moi, on se parle, tu es toujours en train de chercher une façon d'aider quelqu'un. Tu sais, c'est naturel pour toi. Puis c'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. Il y en a qui ne roulent qu'au succès. C'est comme leur succès personnel tout le temps. Ouais. C'est sûr qu'ils oublient une partie. Il y en a d'autres qui sont super généreux, mais leur générosité n'est pas donnée de la même façon. Tu sais, ça dépend des gens. Oui, puis tu sais, le why, là, tu sais, moi, tu repars à l'envers, je me vois, tu sais, je l'ai dit à maintes fois, je me vois assis à l'entour d'une table. Là, on parle purement business, là, mettons. Mais tu sais, avec tout du monde qui sont entrepreneurs, où est-ce que j'ai une partie dans toutes ces entreprises-là, puis que j'aide à la croissance. Moi, je regarde en arrière, puis oui, je le vois. Tu sais, j'ai parti, tu me poserais la question, mais tu sais, ah ouais, félicitations pour le réseau de franchise, mais moi, mon objectif principal, c'était du partage. S'il y a du partage, puis de rendre ça rentable, bien sûr, mais en même temps, il y a tout le côté de partager les connaissances, qu'on soit dans la même manière, de créer un écosystème. Fait que oui, ça part du partage. Et au-delà de ça, bien, dans mon grand rêve de vie, mais toute l'expérience que j'ai acquis, autant dans ce business-là, dans l'immobilier, dans tous les business que je fais partie, bien, je me dis, écoute, je peux apporter quelque chose, soit pour des jeunes entrepreneurs, soit pour des entreprises, mais je me dis, mais pourquoi pas en faire partie, parce que je trouve que c'est la meilleure manière pour moi d'apporter des gains à une entreprise. Pas dans le sens de la posséder à 100%, mais de participer à la croissance. Puis ça m'amène un grand sentiment de fierté. Puis en même temps, c'est une belle manière pour moi de donner ou de partager mon aura. Mais désolé. C'est une belle énergie que tu as. C'est moi qui te le dis personnellement. C'est une belle énergie que tu as de vouloir... Je suis déjà marié, je te l'ai dit. Oui, je le sais. Puis Dieu merci. Mais bon... Il y en a une qui t'endure, c'est déjà bien. C'est ça. On compatit avec Jenny. Ouais. Mais j'arrive justement à ça, c'est drôle que tu dises ça. Mais, mais c'est ça. Tu propages une belle énergie, on sent que tu es là, tu as beaucoup d'écoute avec les gens, puis c'est le fun. Puis tu as le goût de partager. Je vais t'amener à faire un peu de te plugger un peu par rapport à tes entreprises principales, mis à part l'immobilier, évidemment. Puis après ça, j'aimerais que tu m'embarques dans le côté, tu as 4 enfants, ça? Oui, 4 enfants, tu as une vie
à l'extérieur de toutes ces entreprises-là. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'équilibre dans tout ça. Mais commençons par parler des entreprises en ce moment. Tu sais, Basco, Porte et Fenêtre, avec bien sûr le réseau de franchise, c'est une de mes business. J'ai une compagnie qui s'appelle Sigma. On en discutait tantôt, moi, puis ici, Jean-Pierre, je m'en dis Jean-Philippe, mais Jean-Pierre. Ouais, mais tu sais, c'est un beau nom, Jean-Philippe. Anyway. Ça devrait être Jean-Philippe. Finalement, qui parle de Jean-Pierre m'appelle JP, puis qu'à long terme m'appelle Jean-Philippe, puis qui oublie mon vrai nom. JP. Tout ça pour dire que Sigma, qui est une compagnie qui développe des systèmes ERP pour les PME, on a une plateforme où est-ce qu'on peut avoir des 1 à 100 users, même 120 users, compagnie de services, purement technologie. Je suis un peu comme un ange investisseur, vice-président au développement des affaires. J'ai aussi une compagnie qui s'appelle Groupe Caporal, industrie de construction, portes et fenêtres, calfeutrage, de ce côté-là. J'ai beaucoup d'investissements aussi dans des plus petites portions qui sont... je pense que si vous connaissez Rubber Duck, là, on a fait partie d'un regroupement pour faire un investissement en capitaux de ce côté-là. Et, moi, je dirais peut-être à partir de l'âge de 35 ans, j'ai voulu rendre l'utile à l'agréable. Là, je switch un peu personnel, mais j'ai une passion pour la nature, les expéditions de pêche, de chasse, de voyage. En tout cas, j'ai un bucket list, moi aussi, là, petite liste de rêves, mais j'aime être en contact. Mon why, c'est vraiment être à l'extérieur puis être en contact avec la nature, dans tous ses sens. Et j'ai commencé à acheter des terres à bois. Où est-ce que on va développer des terrains? C'est quand même une business. Fait qu'éventuellement, on va vendre des terrains, développer des terrains. Où est-ce que je vais moi-même me bâtir pour créer comme une communauté à ton goût, avec des terrains de la grosseur que tu aimes, avec des voisins que tu as le goût d'avoir. Exactement. Un genre de petit domaine où est-ce que je peux chasser, il y a un lac, je peux pêcher. Un petit peu pour mes vieux jours, en guillemets, on est sur un projet de cabane à sucre en ce moment. Oui, on est pas mal avancé. Oui, sur mes terres à moi. Ouais, on a beaucoup d'érables, fait qu'on va lancer une petite cabane à sucre. Dans ce coin-là. Justement, comme tu sais, là, j'ai comme de la belle famille dans ce coin-là, puis eux se sont fait une cabane à sucre personnelle aussi. C'est ça, nous autres, c'est une cabane à sucre privée. Puis on a commencé à faire du A/B testing avec du sirop. On veut lancer des petits produits, commencer à planter du houblon pour faire de la bière. Tu sais, c'est plus ressortir un peu le côté nature en moi. Puis bien sûr, il y a la famille là-dedans. Puis je pense que la famille, moi, je me suis toujours dit, même quand ma fille est née au début, je me suis dit, c'est pas nécessairement à moi à m'adapter à la famille, mais puis j'inclus ma conjointe là-dedans, parce que à moi et ma femme. Ouais. Mais c'est aux enfants à s'adapter un peu à notre style de vie. Bon, c'est un mélange des deux. Là. C'est ça, c'est un mélange des deux, mais il y a aussi le fait que, à travers ça, il y a l'école, il y a tout les sports, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais si moi, je veux m'impliquer dans la vie de mes enfants aussi, ben ça me fait plaisir de le faire. Mais c'est de leur faire découvrir aussi mon monde, qui est mon monde entrepreneurial avec tous les business que j'ai, puis les investissements que j'ai. Là. Je ne les ai pas dit de long en large, mais je pense que aussi, dans les investissements comme dans la nature que j'ai fait, puis de les faire participer à bâtir la cabane à sucre, à dire, OK, ben là, on bâtit ça, mais en même temps, on fait des chemins, on met des affiches, on va aller pêcher, on va chasser. En tout cas, c'est... Oui, au lieu de faire comme... De le faire juste avec une gang de boys, ou tu le fais juste avec une gang de boys, puis tu arrives à 5 heures, puis tu parles pas de business, parce que là, dans le temps, c'était ça, tu arrivais, je parle bien avant ma génération à moi, là, mais... Mais ça, j'ai toujours été un peu comme ça, par exemple. Ouais. J'ai rarement parlé de business à la maison, même avec mes amis. Un de mes amis, après 10 ans... tu parles de business, moi, je parle plus au niveau de l'inclusion et non des troubles que j'ai eus au bureau. OK, ouais. Non, ça, jamais j'ai ramené ça à la maison. C'est ça. Moi, les troubles non plus. Mais bon, tu sais, comme tu le sais, là, j'avais parti un petit brand pour mes enfants de vêtements. Fait que ils confectionnent leurs vêtements, etc. Fait que c'est plus le côté, comme tu dis, entrepreneurial, des impliqués dans certaines choses. Tu sais, dernièrement, comme vous le savez tous, puis je suis fatigué avec ça, là, mais moi, je collectionne beaucoup les montres. Puis là, en ce moment, ma plus vieille, elle commence à avoir un intérêt pour ça. Fait que là, tu sais, j'y explique un peu c'est quoi, puis c'est où les investissements, puis c'est ça. Tu sais, je peux résumer ça. Si tu veux changer le monde, je commence par toi-même, là, tu sais. Exact. Si tu veux inspirer le monde, mais inspire-toi toi-même. Fait que moi, je pars de ce principe-là. Là, je ne regarde pas à côté, je ne regarde pas en avant, je ne regarde pas en arrière. Ben, je regarde définitivement en avant pour ma vision d'affaires, mais je me regarde moi-même. Là, puis je ne regarde pas à côté. Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'ego. Puis j'aime ma vie, je suis un gars heureux. Puis
je fais mes petites affaires, puis tant mieux si ça peut inspirer du monde, puis je fais mon chemin. Puis quand le monde me demande des conseils, ben, je suis là à leur donner le meilleur. Je fais de mon mieux, puis je leur donne le meilleur de ce que je peux leur donner, puis j'avance, puis that's it, là. Ouais. Écoute, Jean-Sébastien, je te remercie premièrement d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il va falloir qu'on en refasse un deuxième. Avec plaisir. Parce qu'on n'a pas fini de jaser. Sur les stratégies fiscales, tu m'avais parlé, là? Oui, exact. Pour l'impôt. C'est ça, le gouvernement, il ne faudrait pas. Non, OK, on s'en va. Non, moi, tu le sais, je suis plus branding puis commercialisation, puis ça va être plus ça. OK, c'est ça. Je me suis trompé de podcast. Oui, non, mais on peut avoir quelqu'un qui peut nous en parler, par exemple. On connaît du monde qui sont bons là-dedans. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Comme je dis, j'espère qu'on va te revoir parmi nous puis finir cette conversation. Maintenant, on fera ça dans la cabane à sucre. Très bonne idée. Il faut la bâtir avant. Dans ton développement, là, tu te garderas un petit terrain pour moi. Absolument. Mais merci, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Merci, les boys. Merci. Merci, Luc. Merci d'être venu. À la prochaine, tout le monde.